Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Maintenant, nous recevons Valentin Maté et Héloïse Garrido de la Poule qui pond pour une rencontre autour de Last Man, le manga français culte adapté aux dyslexiques. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour et bienvenue du coup dans cette visio dans laquelle du coup on va parler d'un projet un petit peu fou qu'on a édité cette année. C'est Last Man, donc une BD qui était sortie chez Casterman, mais cette année c'est ressorti chez nous dans une version syllabée, adaptée aux adolescents et adultes dyslexiques. Et du coup on va revenir un petit peu sur ce projet fou qui a marqué notre rentrée littéraire. Donc Valentin, déjà, c'est toi qui as créé cette collection. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de celle-ci? Et pourquoi on a fait cette collection syllabée à la Poule? Alors, moi, j'ai créé la maison d'édition en 2014 à Clermont-Ferrand, maison d'édition jeunesse. Comme tu le sais, Louise, je suis dyslexique, ça se voit tous les jours dans le travail. Quand on travaille ensemble, ce n'est pas moi qui corrige les livres, hein. Et à peu près quelques mois après la création de la maison d'édition, je me suis dit, mais je suis dyslexique, je fais des livres, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça, de tout connecter? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des livres adaptés pour des enfants dyslexiques? Parce que quand j'étais petit, j'allais chez l'orthophoniste. Et chez l'orthophoniste, on me faisait lire des livres qui étaient adaptés à mon niveau de lecture, mais pas à mon niveau d'âge. C'est-à-dire que je me retrouvais à 8 ans à lire un livre avec une histoire pour un enfant de 4-5 ans. Encore plus quand il y avait des fois l'âge dessus, il y avait marqué 3 ans et on me faisait lire ce livre-là. Et forcément, quand on me faisait lire ce livre-là, moi, je faisais exprès de mal le lire. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui lisait des histoires au lit. J'ai eu la chance aussi d'avoir un petit frère beaucoup plus jeune que moi, ce qui m'a permis de profiter des histoires au lit jusqu'au collège, lycée. Mais bon, du coup, je suivais les histoires de l'âge de mon frère. Et cette lecture au lit fait que j'ai toujours aimé les histoires. J'ai détesté la lecture, j'ai détesté l'écriture, ma scolarité était la fuite. J'ai cherché à fuir au maximum la lecture, l'écriture, tout ce qui était des lettres, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une lettre me posait un problème. Du coup, aujourd'hui, je suis éditeur et auteur, c'est génial. Mais quand j'étais enfant, je voulais absolument pas faire ça et je voulais fuir. Par contre, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup les histoires. Je faisais du théâtre, j'aimais inventer des histoires et tout ça. Et je me suis dit, en fait, ça serait bien de faire des livres qui puissent réconcilier les enfants dyslexiques avec le but premier du livre qui est de transmettre une histoire. On ne fait pas des livres pour faire lire les enfants. Moi, je ne fabrique pas des livres en disant hey, « achetez mes livres, ça fera 10 minutes de lecture pour un enfant ». Techniquement, en fait, je me moque que l'enfant lise. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il découvre des histoires. Du coup, j'avais envie qu'on fasse des livres loisirs pour la lecture loisir. Une lecture loisir, c'est une lecture qui n'est pas trop difficile. D'où l'envie d'adapter le texte et de voir comment on pouvait, au niveau du texte, faire des mises en page, une mise en forme. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver des petites choses, des petits tips pour que la lecture soit moins difficile, pour éviter les pièges de la lecture, sans venir modifier le sens premier du texte, puisque la première adaptation, c'est de faire un vrai livre, un beau livre, un livre qui donne envie d'être lu. Vous pouvez avoir la plus belle. Le livre peut être adapté de la meilleure des manières, mais si l'histoire n'est pas intéressante, l'enfant il ne le lira pas non plus, hein. C'est ça, la première adaptation, c'est le texte qu'on a choisi, Voilà. qui soit un texte plaisir à lire. Un texte plaisir à lire. Alors bien sûr, on essaie d'éviter les textes un peu trop compliqués, les histoires avec des flashbacks, avec trop de personnages. Mais de la même manière que moi, quand j'achète un livre pour lire moi aujourd'hui, je n'aime pas les livres trop complexes à lire. Je n'ai jamais réussi à lire Le Seigneur des Anneaux, alors que j'aime beaucoup l'histoire du Seigneur des Anneaux. Mais c'est trop compliqué à lire. Victor Hugo, je ne peux pas. Je n'aime pas Victor Hugo. Et du coup, tu peux nous dire à quoi ça ressemble exactement du coup, ce travail de mise en page et d'adaptation et Oui. comment ça s'est construit, comment on a trouvé cette mise en page-là? Oui, alors,
j'ai dit que j'étais dyslexique, mais ce n'est pas parce que je suis dyslexique que je sais comment faire et comment travailler pour aider un enfant dyslexique à lire. Ça, c'est le boulot des orthophonistes. Il y en a parmi vous qui ont déjà eu une crise d'appendicite. Ils ont été opérés de leur appendice. Ce n'est pas pour ça qu'ils savent faire une opération et qu'ils sont chirurgiens. Donc, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas un spécialiste de la dyslexie, je suis juste un patient de la dyslexie. Et je sais ce que ça fait de l'être. Et du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je trouve des spécialistes. Alors, des spécialistes, j'en connaissais, puisqu'il y a ceux qui m'ont suivi quand j'étais enfant et avec qui j'ai gardé contact. Il y a des spécialistes dans mes amis, il y a des gens qui sont partis, qui ont fait des études d'orthophoniste, donc ça, c'était bien pratique. Et puis, il y a aussi, j'ai pris l'annuaire. Hein, j'ai ouvert comme ça, mais bon, ce n'était pas comme ça, c'était sur Internet. On n'ouvre plus les annuaires papier, mais j'ai pris mon annuaire numérique et j'ai cherché orthophoniste. Et puis après, au culot, hein, on appelle les gens. Et en fait, au final, les gens, ils sont plutôt partants parce que c'est un beau projet, ils ont envie de nous aider, et puis ils n'ont pas envie qu'on fasse n'importe quoi. Hein, l'idée, ce n'était pas de dire je mets juste un macaron adapté aux enfants dyslexiques et ça y est, c'est adapté. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Hein. Et du coup, j'ai discuté avec des orthophonistes et ils me disent, par exemple, on peut, ce qui marche bien, c'est la méthode syllabique. On alterne. À chaque fois qu'on change de couleur dans un mot, on alterne. On vous montrera tout à l'heure en plein écran ce que ça peut donner dans la semaine. Mais à chaque fois qu'on change de son dans un mot, on change de couleur. On peut indiquer les liaisons obligatoires parce qu'on dit bien, par exemple, ce livre, il s'appelle « Petit ogre veut un chien ». Si je dis « petit ogre », je lis mal. Et en plus, « petit ogre », ça veut pas vraiment… L'enfant, il ne va pas comprendre parce que quand on passe à l'oral le texte, on ne le passe pas comme il faut. Si je dis « les oiseaux », les oiseaux, avant d'arriver à comprendre qu'on parle des oiseaux, on a besoin des liaisons pour bien comprendre le sens d'un mot. Donc, petit ogre et donc petit. Par contre, si on dit petit et pas petite. Du coup, il faut souligner le T. On souligne le T pour dire que c'est une lettre muette. Maïs, le mot maïs et le mot mais s'écrivent à peu près de la même façon. C'est très facile pour un enfant dyslexique de ne pas voir qu'il y a 2 points sur le i. Donc, en fait, et puis quand on commence à lire maïs, après on va dire maïsson pour une maison. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, on vient dans la mise en forme, avec des codes couleurs, avec des petits symboles, venir accompagner la lecture, un peu comme on donnerait des béquilles à quelqu'un pour qu'il arrive à ne pas tomber quand il marche. C'est ça. Du coup, on va vous partager un petit extrait donc, de la semaine. Dans lequel on va pouvoir voir une planche de la série. Donc, vous pouvez voir quelques bulles. On espère que c'est assez grand pour pouvoir voir, mais vous pouvez voir donc l'alternance de couleurs. Vous allez pouvoir aussi voir les lettres muettes qui sont soulignées. Par exemple, là, je vois le « qu'en pensez-vous » maître, on voit le « S » du « vous » qui est souligné. Il y a juste dans la semaine, il y a un petit changement par rapport à d'habitude, si on a enlevé les liaisons obligatoires. Comme je disais tout à l'heure, on est allé voir des orthophonistes. Quand on a fait les premiers albums jeunesse adaptés aux enfants dyslexiques, on est allé voir des orthophonistes. Quand on s'est dit on va faire les premiers romans, on est allé revoir les mêmes orthophonistes. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on change de classe d'âge. Et là, on a pris un gros gap, puisqu'on est sur du lycéen adulte. Et du coup, on est allé voir et les liaisons obligatoires, à ces âges-là, même pour des enfants dyslexiques, c'est un peu trop. Parce que c'est la liaison, même sans être dyslexique, la liaison, c'est une problématique pour un enfant qui apprend à lire. Il ne faut pas oublier qu'on a tous appris à lire, normalement. On sait tous lire, plus ou moins bien. Et comme ça fait longtemps qu'on a appris à lire, on a oublié que c'était difficile. Bon, pour ceux qui ont des enfants dans les âges entre 5 et 6, 7 ans, et même jusqu'à 8, 9, 10 ans des fois, et des fois jusqu'au lycée, ils voient bien que ça peut être vraiment difficile pour tous les enfants, même ceux qui ne sont pas dyslexiques. Et ça tombe bien puisque nos livres sont autorisés aux enfants qui sont non dyslexiques. Il n'y en a pas besoin, on ne demande pas un certificat médical en librairie pour acheter nos livres. Hein. Voilà, et justement, c'est la question, est-ce que, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement à la poule que les enfants qui allaient lire nos livres n'étaient pas forcément dyslexiques. Du coup, tu peux nous dire un petit peu à quel public de lecteurs peut s'adresser toute la collection, hein, parce qu'on va avoir des albums, des romans première lecture, des petits romans d'aventure et maintenant la semaine ado-adulte. Ouais. C'est ça, c'est vrai que
j'ai pensé à la collection, on a pensé en équipe sur le fait que c'est une collection pour les enfants dyslexiques. Mais au final, très vite, on a eu des retours d'enseignants qui l'utilisaient en classe pour tous les enfants, pour un enfant qui avait un petit blocage. La dyslexie, c'est quand même 2 ans de retard dans la lecture. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être en 8 ans, en CE2 par exemple, aura un niveau de lecture d'un enfant qui est en CP, ce qui peut être très handicapant et stigmatisant. Donc, heureusement, tous les enfants qui ont un peu de mal à la lecture ne sont pas dyslexiques. Sinon, ce serait vraiment difficile. Surtout que la dyslexie ne se soigne pas. Mais voilà, tous les enfants qui ont un peu de difficulté de lecture, tous les adultes qui veulent… On a eu, par exemple, le cas on utilise dans les lycées étrangers pour français une langue étrangère, pour des gens qui découvrent la langue. On a utilisé aussi… on pensait, nous, à la base, quand on a créé ces livres, on pensait qu'on serait surtout utilisé en CP, en fait. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'au collège, des enseignants utilisaient nos livres qu'on avait pensés pour les CP. Alors là, je me suis dit, non, mais c'est catastrophique. Parce que ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je m'étais dit, tiens, je vais faire des livres qui correspondent à la tranche d'âge de l'enfant. Et je me retrouve à faire des livres qui sont achetés par des professeurs en collège ou par des parents d'enfants collégiens pour leur faire lire, par exemple, les Quentin et Sophie, qui sont des livres de premières enquêtes. C'est pour un enfant de CP, en CE1 à la rigueur, mais ouais, en CE2 s'il a vraiment très très envie, et puis parce que ça m'arrange qu'ils achètent nos livres, mais pas en CM2, pas au collège et encore moins au lycée. Et du coup, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Alors on s'est dit tiens, on va faire des romans pour des vrais romans, des romans pour cette tranche d'âge. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie demande, et je dirais même malheureusement qu'il y a une vraie demande, parce que j'ai bien peur que la demande pour nos livres en éducation nationale au niveau des enseignants soit corrélée à un niveau de difficulté scolaire et de difficulté dans la découverte de la langue et dans l'apprentissage. Mais comme je disais, en même temps, ce n'est pas complètement étonnant, ce n'est pas facile d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Pour moi, c'est la deuxième chose la plus dure qu'on ait fait dans notre vie, la première étant apprendre à marcher. Parce que ça aussi, ce n'était pas facile, on est tous tombés. On oublie parce que les bleus se soignent, mais apprendre à marcher, c'était vraiment difficile. Et apprendre à lire, on tombe aussi. Et donc, je dédie ces livres à tous les gens qui se cassent la gueule en apprenant à marcher, en apprenant à lire. Voilà, et ceux qui se cassent la gueule et qui se font des gros beaux, des gros bleus. Quand on tombe en apprenant à marcher, on se fait des bleus à la jambe. Quand on tombe en apprenant à lire, on se fait des bleus au cœur. C'est beau, ça. C'est beau, c'est bien dit. Mais ouais, parce que ce qui est dur dans la difficulté d'apprendre à lire, et ce qui est dur quand on est enfant dyslexique, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres qui crée le malaise, qui fait que le handicap n'est pas facile à porter. Moi, des souvenirs affreux, c'est devoir lire à l'oral en cours devant tout le monde. C'est assez terrible, surtout pour un enfant qui a des difficultés. Voilà, c'est un moment un petit peu traumatisant. Déjà qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent quand ils lisent à l'oral. C'est mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de Français. La lecture à l'oral est très compliquée parce qu'on doit décrypter ce qui est écrit, le transformer en son et en même temps comprendre ce qu'on dit. Alors que quand on lit à voix basse, quand on lit pour nous, on décrypte et on comprend. Et on n'a pas le passage où il faut retranscrire avec le mouvement des lèvres. Et notre cerveau, il n'est pas extensible. À un moment, ça ne marche pas. Pour peu qu'en plus, quand on est sur un enfant qui est en classe où il est sollicité par d'autres choses, typiquement, l'enfant, il a peut-être envie de pisser. Et aller lire à l'oral avec envie de pisser et de comprendre le texte, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la place. C'est compliqué. Et de manière générale, la collection syllabée, c'est aussi penser que les enfants se concentrent sur le sens et pas sur essayer de décrypter chaque mot. Oui, au final, c'est ça, c'est pouvoir se concentrer pour lire une histoire, le plaisir de lire, et pas juste décortiquer chaque lettre, chaque ligne qui va demander un effort, et de passer à côté de ce qu'on a lu au final. Si je vous dis c'est vachement sympa d'aller courir, mais qu'on commence tout de suite par un marathon, ça ne va pas vous plaire. Donc, il faut y aller progressivement, il faut commencer par des choses. Et il faut que l'histoire derrière, elle soit plaisante, parce que c'est ça la carotte. C'est est-ce que l'histoire, elle est agréable? C'est ça, exactement. Donc, on essaye de faire en tout cas, sur les créations originales avant la semaine, on a toujours essayé d'avoir des histoires chouettes à lire, qui donnaient envie de lire, de l'aventure, de la magie, des aventures rigolotes. C'est ce qui nous définit plutôt bien dans la maison d'édition de manière générale.
Et c'est non, vrai. j'essaie de pas être des gens chiants. Et c'est vrai que petit à petit, sur les réseaux sociaux, des retours de librairie, on a eu de plus en plus cette demande de c'est chouette ce que vous faites. Par contre, moi, à la maison, j'ai des ados, je suis moi-même dyslexique. Les gens, beaucoup nous disent qu'ils auraient adoré voir ça à leur époque. Et c'est vrai que c'est pour ça, du coup, que petit à petit, on s'est dit, bah, on a envie de faire quelque chose pour plus grand. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait des livres pour enfants. On faisait vraiment jusqu'au début primaire, on va dire, jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça aussi que la semaine, Oui, c'est pour ça la c'est quoi semaine. le Et c'est projet pour ça derrière? que c'est un achat de droit. Parce que notre métier, depuis 2014, c'est de faire des histoires pour à peu près une tranche d'âge de la naissance. On fait des super livres tout carton pour l'éveil, que je vous invite à découvrir sur notre catalogue. Mais voilà, notre métier, on sait très bien faire. J'ai des éditeurs, des assistants d'édition, des directeurs de collection qui sont super sur l'éveil, la naissance, jusqu'à la primaire et un peu le début collège. Et après, on ne sait pas faire. Et du coup, plutôt que de se dire, allez, on va apprendre à faire, on va repartir sur… on se dit, bah, c'est peut-être un peu con de vouloir absolument réinventer la roue. Des histoires chouettes pour des collégiens, des lycéens, des adultes, il y en a plein. Ça serait pas mal qu'on puisse les adapter. D'autant plus que la lecture, c'est aussi un plaisir dans le partage. Une médiathèque, ça sert à partager la lecture. Les gens qui lisent beaucoup, c'est aussi des gens qui parlent beaucoup de livres sur leur compte Instagram, sur leur compte Twitter, tant que Twitter existe encore, avec leurs copains, leurs copines, autour d'un thé ou même pourquoi pas d'une bière, autour d'un biscuit ou de fromage et de vin. Enfin, comme on veut, on entoure la lecture de ce qu'on veut, donc c'est agréable. Mais il y a de la discussion. Et pour discuter, il faut lire les mêmes œuvres. Donc, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est trouver une œuvre qui puisse être lue par n'importe quel enfant, n'importe quel lycéen, par exemple, on va prendre des lycéens, par n'importe quel lycéen, que le lycéen dyslexique lise l'histoire et puisse la recommander à un autre lycéen qui va la trouver dans une version classique. Parce que autant en CP, CE, en apprentissage de lecture, ça ne gêne pas un enfant, n'importe quel enfant, même bon lecteur, ça ne le gêne pas de lire un livre avec notre adaptation. Parce que de toute façon, la syllabation, il en fait à l'école, ça ressemblera du coup à des exercices qu'il va faire en classe. Et puis, bon, il ne va pas se poser beaucoup de questions, beaucoup moins qu'un lycéen qui est en train de s'affirmer en tant qu'adulte, en tant que grande personne, et qui va peut-être, lui, très très mal vivre, même s'il n'y a pas un macaron dyslexie dessus. L'adulte non dyslexique va peut-être se dire, bah non, ça, je n'ai pas envie de le lire. Donc, d'où, pour le coup, l'importance qu'il y ait les deux versions, une version syllabée et une version classique, on va dire, en écriture illisible pour les dyslexiques, mais adaptée pour les non dyslexiques. Après, quelle œuvre? Je ne trahirai aucun secret en disant que c'était un peu la bataille et que il a fallu que je fasse œuvre du plus de charme que je pouvais et de beaucoup d'arguments pour avoir un peu les accords d'autres éditeurs. Parce que bon, la difficulté, c'est que si on veut que ce soit une œuvre qui puisse être lue par plusieurs d'autres enfants et qui puisse être discutée, il faut que ce soit quand même une œuvre qui existe et qui a été bien vendue. Autant, quitte à acheter une œuvre, autant acheter une œuvre qui marche bien et qui est validée par un nombre d'exemplaires vendus assez important. Et ça rejoint ce qu'on a dit avant sur le fait que les autres lycéens puissent lire la même chose, autant que ça soit qui ait connu un beau succès. Voilà, autant acheter des trucs à succès. Mais du coup, ça oblige à les viser et à les discuter avec des maisons d'édition qui sont, on va dire, c'est la catégorie au-dessus de nous. Hein, c'est la version plus de la pub qui pond. Je pense à Casterman, à Actes Sud, Nathan, Hachette, etc., toutes ces maisons d'édition que tout le monde connaît. Et qui ont plein de services, dont un service vente de droits étrangers. Et il se trouve que comme on est sur l'achat de droits, on discute avec le service vente de droits étrangers. Sauf que dans vente de droits étrangers, il y a bien vente de droits, mais aussi étrangers, et que nous, on n'est pas étrangers. Nous, on leur demande l'achat de droits francophones. Ce qui pose quelques difficultés, ce qui a posé beaucoup de questions, qui peut poser quelques peurs,
Et je peux comprendre, enfin, les éditeurs se sont dit, ben oui, mais si on vend nos droits francophones pour le même marché, ils vont vendre la même histoire sur le même marché. Donc, il a fallu qu'on explique, qu'on montre bien, qu'on soit pédagogique, qu'on accompagne, parce que la dyslexie, ce n'est pas quelque chose qui est très connu au final. On connaît le mot, on en parle un peu, ça a été grande cause nationale et grande cause régionale, mais tout le monde n'en a rien eu à faire et tout le monde a oublié. Et du coup, c'est plus connu qu'il y a 20 ans, mais c'est toujours pas la panacée. Du côté de Casterman, on a eu une oreille très attentive, une personne qui nous a très très bien reçus, avec qui on a vraiment discuté, et on s'est dit, bah, tiens, on a envie de travailler avec ces gens-là, parce que l'idée, c'est aussi, le livre, pour moi, c'est aussi une aventure humaine, tant qu'à faire, autant travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. Et du coup, on discute avec Casterman, et alors après, ben, à partir du moment où on s'est dit, tiens, on va travailler avec Casterman, c'est quel ouvrage dans le catalogue de Casterman? Au final, c'est allé assez vite parce que Last-Man, tout le monde l'avait lu dans la maison d'édition avant pour son plaisir personnel, bien avant que je crée la maison d'édition d'ailleurs. Et sans qu'on le sache chacun. Sans qu'on sache chacun. À un moment, on a regardé le catalogue de Casterman et à un moment, on s'est dit, ah bah ça j'ai lu, ça j'ai lu. Ah bah oui, en fait, on l'avait tous lu et on avait tous aimé. Oui, puis il fallait se poser la question que ça soit une création originale de Casterman. Oui. Et pas déjà un rachat de leur part de traduction. Oui, parce que pour leur acheter les droits, il faut qu'ils les aient et c'est assez compliqué. Moi, par exemple, j'aimerais tout à fait faire One Piece en dyslexique, hein, sans problème, j'y vais à fond. On y arrivera peut-être un jour, mais il va falloir sacrément argumenter parce que ça veut dire qu'il va falloir l'acheter, pas forcément à la maison française qui fait One Piece, mais la maison, c'est japonais, hein, la maison japonaise. Ou alors que la maison française demande au Japon s'ils ont le droit de sous-traiter une partie des… Voilà, enfin, ça paraît, il y a des problèmes juridiques à régler. Je n'ai pas encore de gros services juridiques pour régler ces problèmes. Donc, l'idée, c'était pas mal d'aller sur une œuvre dont Casterman est le premier éditeur. Et Last-Man, pour le coup, c'est un manga. Alors, le manga, c'est assez rigolo parce que quand tu étais plus jeune, et quand j'étais plus jeune aussi, c'était un méga facteur d'exclusion. Lire un manga faisait de nous un nerd, ou je ne sais pas comment on dit, ou un mec trop chelou, ou en tout cas quelqu'un à qui il ne fallait pas parler. Et peut-être que même si on le touchait, on pouvait attraper des maladies bizarres. Il ne fallait pas. Et le mieux, c'était de l'exclure du groupe, et si on pouvait même se foutre de sa gueule, c'était pas mal. Donc, lire du manga, c'était mal vu. C'était mal vu par les autres enfants, c'était mal vu par les enseignants, c'était mal vu par tout le monde. Aujourd'hui, lire du manga reste parfois mal vu par les enseignants, parce que c'est les mêmes. mais par contre, c'est un méga facteur d'inclusion. Bah, c'est le contraire maintenant. C'est celui qui ne lit pas de manga qui est l'enfant bizarre. Mais voilà, il faut lire pour faire partie du groupe. Vous voyez, si vous avez dans votre entourage des collégiens, des lycéens, mais énormément les fins de primaire, collège, c'est la folie. C'est la folie furieuse. Et c'est très bien parce que ça les fait lire. C'est génial. Ça leur fait découvrir plein d'histoires. C'est ça aussi. Il ne faut pas partir du principe que la BD ou le manga, c'est de la sous-lecture. Ce n'est absolument pas le cas parce que c'est des choses qu'on a pu entendre. Oui. Nous, une fois qu'on a sorti Last-Man en syllabé, je fais une petite aparté, oui. Mais une des premières fois qu'on l'a présenté, on avait une maman qui avait un adolescent dyslexique qui ne lisait pas du tout. Et Last-Man, ça l'a tout de suite attiré parce que il s'est dit j'ai envie d'une BD, manga, comme mes amis. Et la mère, tout de suite, oh non, mais en plus, tu lis pas, c'est pas pour lire de la BD. Ah non, justement, c'est une super porte d'entrée. Si ça lui donne envie, le premier pas, il est fait. Donc, il faut vraiment s'enlever ça de la tête, quoi. Oui, donc, carrément. Et du coup, on s'est dit, mais oui, manga, Last-Man, c'est un manga à la française, c'est une BD, c'est pas complètement un manga parce que c'est pas fait par des auteurs japonais, qu'il y a des puristes et du coup, on peut pas dire que c'est complètement un manga. Mais c'est une BD qui reprend, belge, c'est une BD voilà, qui reprend les codes. Si on lit l'histoire est un manga, hein, ça, il n'y a pas aucun problème. Et du coup, feu. Et puis en plus, l'avantage de Last-Man, c'est qu'il y a plusieurs tomes et que du coup, si on accroche un enfant sur un tome, on va l'accrocher sur, possiblement l'accroche sur 12 livres à lire. Comme moi, ça me fait ça toujours, j'ai toujours du mal à rentrer dans un premier livre. J'aime bien lire des séries parce que un livre, c'est gros. Un livre pour adultes, c'est comme ça, là, et ça fait peur.
Ça fait peur parce qu'en plus, au début, on ne connaît pas le style d'écriture, on n'est pas adapté au style d'écriture de l'auteur, je ne connais pas les personnages. Voilà. Quand j'ai lu un tome, voilà, je suis habitué au style d'écriture, je comprends et je rentre beaucoup plus facilement dans les tomes 2, tome 3, tome 4 d'une histoire. J'adore Les Rois Maudits parce que Les Rois Maudits, j'ai vraiment eu du mal à lire le premier tome et après, c'était aller tout seul parce que on y va, on sait chez qui on est et ça marche bien. Donc, l'idée, c'est qu'avec la semaine, l'enfant rentre avec le premier tome et puis si ça lui plaît, il déroule et après, quand il va regarder, je sais pas, mais quand il va regarder après sa bibliothèque, déjà, il y a des chances qu'il n'y ait pas grand-chose dans sa bibliothèque parce que ce n'est pas un enfant lecteur, mais il va voir ça et il va se dire, waouh, c'est quand même gros et j'ai lu tout ça. Mais de même que quelqu'un qui fait de la rando va se dire, waouh, j'ai fait 20 km, j'ai fait 30 km, j'ai fait 50, j'ai fait 80. Mine de rien, dans la lecture, dans la découverte de la lecture, pour un enfant, la taille compte. Oui, c'est important. Ce n'est pas le cas tout le temps. La taille compte pas tout le temps, mais pour le coup, dans les lectures, parfois, la taille compte. Et surtout dans le côté « je suis fier d'avoir lu ». C'est ça, c'est valorisant. Voilà, le côté valorisant. Et on a eu, dans les autres petites anecdotes, on était présent à Quai des Bulles, qui est un salon BD, sur lequel on avait la semaine. Et à un moment, on a une jeune fille qui devait avoir une vingtaine d'années, qui a pris la semaine dans ses mains, qui n'a pas vraiment lu ce que c'était, version syllabée ni rien. Elle le prend et elle nous regarde, elle fait « je ne comprends pas, mais j'arrive super bien à lire ». Et c'était plutôt comique, parce qu'en fait, elle était elle-même dyslexique, elle ne savait pas du tout ce qu'elle prenait en main à ce moment-là, elle ne connaissait pas du tout la méthode, et naturellement, elle nous a dit « c'est plus simple à lire ». Ouais. Et en plus, c'est génial parce que du coup, elle regarde le livre, pas parce qu'il est adapté, mais parce que la couverture est belle, parce que l'histoire, parce qu'elle dit tiens, le nom, le titre, la couverture, peut-être les auteurs, hein, il y a quelques-uns qui sont connus. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Je trouve que j'ai gagné quand un libraire prend mon livre en librairie sans se soucier qu'il est adapté aux dyslexiques. Et il n'y a pas, nous, on ne met pas de macarons adaptés aux enfants dyslexiques, on met pas. C'est pas l'argument premier de vente. On est une maison d'édition, comme n'importe quelle maison d'édition, notre argument de vente doit être, ça devrait être le cas en tout cas pour tout le monde, pour tous les éditeurs, ça va être la qualité du texte, la qualité des illustrations et un peu la qualité du façonnage. Hein. À faire un beau livre, ça passe aussi par mettre du bon papier, du bon carton, bien emballé, que ça tienne, que quand on ouvre le livre, il ne se déchire pas, des choses comme ça. Ça fait partie aussi du travail d'adaptation qu'il y a sur la semaine. On a proposé aussi un bien plus grand format que l'édition Casterman. Alors nous, ici, on a la première édition de Casterman qui est déjà qui est un peu plus grand qu'un format manga, mais maintenant Casterman l'a ressorti dans un tout petit, peut-être qu'on peut comparer comme ça. Voilà, donc il y a un sacré gap en termes de taille. Casterman l'a ressorti aussi en format manga pour profiter comme nous, hein, au final, il profite de la vague manga qui déferle. Et du coup, c'est déjà un premier travail d'adaptation, c'est la taille. Parce que pour pouvoir aérer les bulles, hein, parce qu'en BD, ça a été un sacré, je pense qu'on peut le dire, un sacré challenge aussi à faire en termes de mise en page. Parce qu'il faut arriver à caser le texte. Et on se demande bien comment le texte avait pu déjà rentrer dans la première édition. C'était pas lisible. Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'en BD, on a souvent des typos vraiment type manuscrits, qui sont pour le coup les plus difficiles à lire. Donc là, c'était aussi ça, c'est pouvoir rendre le texte bien lisible dans toutes les bulles, avec donc un format plus grand. Le papier qu'on a voulu vraiment épais pour pas qu'on puisse voir à travers, parce que si on commence à voir à travers, c'est bien un peu plus dur à lire. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi le cas souvent sur le manga, qui est souvent du papier recyclé ou du papier moins épais, ou généralement ça peut être un petit peu complexe suivant le grammage. Donc voilà, c'est tout un travail de mise en page en dehors même de la syllabation. C'est l'objet livre qu'on a pensé pour que ça soit plus simple. Donc, exactement. Voilà. Donc on vous invite, si vous avez des questions justement sur ce travail d'adaptation. Oui, parce que je pense qu'on commence à arriver vers la fin réglementaire. C'est ça. Je ne sais pas si on aura beaucoup d'arrêts de jeu. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Valentin, est-ce que déjà, donc là on sort la semaine, on est sur donc, bande dessinée ado-adulte. Hein.
Est-ce que la poule, on va essayer de proposer d'autres choses aussi, que ce soit pour ados adultes ou pour jeunesse, en syllabé Donc, l'idée, évidemment, c'est de ne pas s'arrêter à la semaine, c'est de continuer la série la semaine. Donc, l'année prochaine, on va sortir le tome 3, peut-être le tome 4. On va essayer d'aller à terme jusqu'au tome 12. J'ai dit, il y en a 12, ouais. mais jusqu'au tome 12. Ça demande du travail et de l'argent. Si vous voulez nous aider à faire des albums dyslexiques et des ouvrages dyslexiques, je peux vous envoyer mon RIB en pièce jointe. S'il y a une fondation qui veut nous aider, il n'y a pas de problème. Non, la bonne nouvelle, par contre, c'est que depuis hier, je sais que le CNL nous fait un prêt économique à la maison d'édition pour que justement on puisse lancer des nouvelles séries. Alors, s'il y a quelqu'un du CNL qui regarde cette série, je lui fais un petit cœur. Et ça veut dire qu'on est assuré de pouvoir sortir Voro. Voro, elle est à la caméra. Voro qui est une BD d'aventure avec une guilde des sorciers, des voleurs, enfin, plein d'aventures. Plein d'aventures, ça correspond très bien. Ça correspond très bien, puisque l'aventure, ça donne envie de lire. C'est un peu, il y a du Indiana Jones, il y a un peu du L'Enfeuse de Troie dedans, il y a un peu de tout ça. Ça va être très chouette. C'est Jen Kukkonen qui fait ça. Ça a plutôt bien marché chez Casterman. Ça va très très bien marcher à la Poule qui Pond. Mais en tout cas, c'est un livre dont je suis très fier qu'on puisse le rendre accessible à plein d'enfants qui vont être là pour le coup primaire, collège. Et comme ça, l'idée c'est de faire des livres adaptés pour les plus grands, sans oublier les plus petits, d'avoir un catalogue complet. D'ailleurs, on sort j'ai toujours un problème avec l'ordre des mois. Février, le deuxième de l'année, c'est février. En février, on sort Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, qui est un super roman. Qui est un très beau roman, effectivement, qui marchera très bien pour les ados, mais aussi les adultes. Et je trouve que ça, en plus, le thème, on est vraiment sur quelque chose qui parle dans notre société actuelle. On vous laissera découvrir, mais c'est vrai que je pense que ça parle pas mal des préoccupations des jeunes qui peuvent avoir sur leur avenir. Et donc, pour le coup, voilà, c'était un coup de cœur aussi, pareil, en interne. Et donc, on est très content de pouvoir le proposer. Puis s'il y en a certains qui ont une médiathèque, je pense que c'est le cas de quelques personnes qui nous regardent, vous pouvez emprunter Nous sommes l'étincelle que vous devez avoir dans votre médiathèque de Vincent Villeminot, tellement ça a été un gros succès. Mais nous, on va faire la version qui sera accessible, lisible par un enfant dyslexique, un lecteur dyslexique, un adulte dyslexique, et même un adulte qui a des grosses difficultés de lecture. Ouais, donc, ce sera exactement le même travail après d'adaptation qu'on a dans les autres. Et on n'oublie pas aussi tout ce qu'on savait déjà faire nous. Oui. On va continuer la création originale l'année prochaine et les années à venir avec nous plus centré jeunesse pour le coup. Ah, on peut vous montrer un projet de couverture pour un prochain petit roman d'aventure qui s'appellera L'abominable Dame des Neiges. Voilà. Et pour revenir sur la semaine, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a sorti 2 tomes, donc à la rentrée. Donc, on a les 2 premiers tomes. Et ça sera en janvier. Hop, je vous montre juste ici. Et ça sera en janvier qu'on va avoir le tome 3, qu'on vient de recevoir de l'imprimeur, d'ailleurs. On est super contents. Voilà. Il y aura au moins le tome 4, puisqu'il est déjà imprimé. Il est déjà imprimé. Voilà. Donc, voilà, on arrive. Il nous reste à peu près 10 minutes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le moment, si vous avez des questions à poser sur l'adaptation. Justement, s'il y a des médiathécaires qui nous regardent, on peut peut-être, avec l'association Signe de Sens, qui fait pas mal de choses pour justement mettre en valeur les fonds adaptés en médiathèque, même en librairie. Donc, ils vont proposer des choses. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller vers eux. Vous pouvez contacter il y a Signe de Sens, c'est une association. Localement, vous avez sûrement d'autres associations qui travaillent sur la dyslexie. N'hésitez pas à vous rapprocher de Signe de Sens ou d'autres associations. Elles peuvent vous accompagner. Je sais que Signe de Sens, pour le coup, vendent des formations pour les médiathèques. Voilà, c'est des gens très bien. Donc, on connaît bien. Voilà, parce que c'est une vraie question, c'est comment en librairie mettre ces ouvrages en avant. Est-ce que c'est dans le rayon avec, est-ce qu'ils vont faire le choix de mettre dans le rayon avec Lasman, avec les autres éditions de Lasman, ou créer un rayon dyslexique. Et petit tips comme ça, il y a une aide du CNL pour acheter un fonds inclusif. Donc, un fonds inclusif, c'est un fonds qui
inclut le handicap et la dyslexie fait partie du handicap. Donc, n'hésitez pas à en parler au CNL. Alors, donc du coup, on a une question de mode. Oui. Donc, je peux la lire. Je suis bibliothécaire. Pouvez-vous répéter les noms des assos que vous avez signalés? Donc, du coup, c'est signe de sens. Voilà, ce sera signe de sens. Signe comme, et du coup, signe de sens qui ne travaille pas forcément que sur la dyslexie, qui peut vous accompagner sur l'ensemble de l'édition jeunesse accessible. Voilà, et après, et du coup, il y a ils sont en réseau avec tout un collectif d'éditeurs où on va trouver des éditeurs comme Les Doigts qui rêvent, Mes mains en or, qui font de l'ouvrage adapté aux enfants aveugles. Voilà, donc, et après, toutes les associations qui sont près de chez vous, Et après, parce qu'il y voilà. a, on va dire, une association par département, quasiment, qui vont même faire, nous, on est souvent invités pour les journées 10 en octobre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux pour qu'ils vous proposent aussi une sélection, pouvoir mettre en avant et proposer la lecture pour tous. Voilà. Parce que c'est le but. Comme vous avez vu, je peux être un peu bavard et il m'arrive aussi de prendre mon petit véhicule et de me déplacer en France, bon, principalement vers Grenoble parce que c'est facile, c'est pas très loin, pour venir parler de mon expérience d'enfant dyslexique, d'adulte dyslexique, mais aussi de mon travail d'éditeur et de comment on fait les livres. Et de ne pas hésiter à venir nous voir sur Montreuil, sur notre stand, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir voir aussi les livres en réel, de voir ce que ça donne. On a aussi beaucoup d'extraits, on a tous les livres en extrait sur notre site internet. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter. Et on a aussi un catalogue qui est accessible, qui est entièrement dédié à la collection, si vous avez besoin que de cette partie-là. Donc, on remercie Maud pour son message, qui nous félicite pour ce travail. On a une autre question de Alexandre qui nous dit « Bonjour, bravo pour ce travail colossal. Combien de temps vous prend l'adaptation d'un tome et quels ont été les retours des experts avec qui vous avez travaillé ?» Il faut savoir que généralement, on travaille par 2 tomes. On les a travaillés à chaque fois comme ça. Le temps qu'on a passé dessus, c'est un peu compliqué. Sur les premiers, ça a pris beaucoup de temps pour faire la maquette. Mais on a l'avantage que dans l'ancienne vie de Valentin, dans l'informatique, depuis le temps, nous, il y a beaucoup de choses qui sont pas automatisé, mais presque. Donc, il y a tout un temps, déjà, il faut rentrer tous les mots un par un dans le logiciel pour pouvoir les syllaber tous. Et ensuite, quand on va pouvoir traiter, nous, le texte ensuite dans des logiciels de mise en page, ça va se faire à peu près tout seul. Donc, après, il y a un gros travail de relecture et un gros travail de mettre dans la bulle comme il faut, bien centré, au milieu. Ça, c'était très nouveau avec le panda du manga, c'est que pour le coup, là, on est dans des bulles et que autant dans un roman, nous, on écrit plus gros, on prend plus de place, hein, on prend de la place. Souvent, c'est pas grave. Si on prend de la place, on passe à la page suivante. Dans le manga, si on prend de la place, on ne peut pas agrandir la bulle. La bulle, elle a sa taille, on peut pas. Donc, on a trouvé que ça rentre et je suis assez content. Et quand on demande les retours des experts, ils sont. Pour l'instant, personne nous a dit de méchanceté. Alors, peut-être qu'ils n'osent pas le dire. Non, on a quand même des retours très contents. Et surtout, le retour principal qu'on a eu sur Last Man, c'est des orthophonistes qui sont très contents d'avoir un ouvrage à proposer à leurs patients, leurs grands patients. Un ouvrage à faire lire à un lycéen, à un adulte, pour lequel le lycéen est demandeur de cette lecture, l'adulte est demandeur parce que c'est vachement bien. C'est ça, et on est très content de pouvoir proposer des choses maintenant pour Oui. les ados adultes, parce que c'est sûr que s'entraîner sur des textes pour petits… Après, c'est sûr que on en vend moins. Hein. Techniquement, c'est pour mieux faire un petit roman première lecture qui va toucher des enfants dyslexiques, mais aussi tous les enfants qui apprennent à lire. Il y a quand même plus d'enfants qui apprennent à lire que d'enfants dyslexiques, nettement. Voilà. Mais ça n'existe pas. C'est pas la même fierté. Ça n'existait pas, en fait. On a aussi créé quelque chose. Donc là, on l'a sorti en septembre. Demain, si dans la rue, on va demander à quelqu'un c'est quoi une BD syllabée, ils ne sauront pas le dire. Donc voilà, il va falloir aussi un temps que ça rentre un petit peu dans l'imaginaire des gens, qu'ils puissent visualiser aussi ces livres-là en librairie, en médiathèque. Et donc, petit à petit, on fera connaître ce beau projet. Donc forcément, on a créé quelque chose avec cette première adaptation. Donc voilà, on compte. Et voilà. La sortie du premier tome, ça se compte en années, hein, le temps de travail. Hein. Entre la négociation, l'achat,
etc., etc. On est à largement plus de 12 mois. Et donc, du coup, il nous reste 5 minutes. Donc, si quelqu'un a peut-être une dernière question, parce que c'est vrai que sur les questions, on peut vite s'étaler. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous poser ces petites dernières questions. Mais oui, il y a eu un sacré travail qui maintenant devient plus rapide sur les tomes 3 et 4. Puis même nous, on s'expertise petit à petit. Donc voilà. Donc, on va voir s'il y a quelque chose. Et sinon, si tu as envie de rajouter... En tout cas, on est très contents. N'hésitez pas à venir nous voir au SLPJ la semaine prochaine, ne serait-ce que pour nous dire si vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Si vous voulez juste venir pour nous dire merci pour ce moment, vous Est-ce pouvez. que vous savez déjà sur quel stand vous serez au salon? On le sait, mais on l'a oublié. L'étage. On est à l'étage. On peut dire on est en face de... On n'est pas loin des Fourmis Rouges qui font un super travail également. On est en face. On est en des face. Fourmis Rouges et en face de 2024. Et on est vers Rue du Monde. Vous trouvez le gros stand de Rue du Monde, l'énorme stand de Rue du Monde, et nous, on n'est pas loin. Merci beaucoup à vous deux pour cette rencontre et puis merci au public qui a écouté la rencontre. Nous, on continue à 14h30 avec une rencontre sur le thème « Notre patrimoine littéraire accessible aux personnes en situation de handicap intellectuel, rêve ou réalité ?» Merci, au revoir.